Madame Sosnowski, bonjour, merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire de donner un témoignage de votre vie. Nous aurions aimé célébrer un événement un peu plus large, avec une audience plus large, mais malheureusement vous rentrez en France et donc nous allons profiter de votre présence ici pour recueillir votre témoignage qui sera plus tard envoyé à différentes institutions d'enseignement et que nous utiliserons également pour organiser des réunions sur le sujet. Pas de problème. Merci bien. Est-ce que vous pourriez nous dire comment était votre vie avant l'invasion de la Pologne par les nazis? J'habitais avec mes parents, une vie normale, dans une grande ville de Pologne, à Łódź. Et tout s'est bien passé jusqu'à l'invasion des Allemands. Ensuite, c'était l'entrée dans le ghetto. C'était pénible. Et puis après, la vie dans le ghetto. Et après la vie du ghetto, c'était Auschwitz. Auschwitz, où on m'a tué tout le monde, toute la famille. Nous sommes rentrés à 49. Père, mère, cousins, cousines, frères, sœurs. Nous sommes rentrés 49 personnes et je suis seule survivante. Quand vous avez été obligé de rentrer dans le ghetto, toute la famille est rentrée, vous avez réussi à rester tous ensemble? Oui, tous ensemble dans le ghetto, oui. Combien de temps avez-vous passé dans le ghetto? 4 ans, un peu plus. Donc vous avez été dès le début de la création du ghetto jusqu'à sa liquidation finale? Tout à fait. Et comment était la vie dans le ghetto? Oh, très difficile, dur. On avait surtout faim. On a souffert de la faim et du froid. Très froid. Il n'y avait pas de chauffage, ou très peu. Et puis bien sûr la faim. Très peu de nourriture. Certains membres de votre famille avaient du travail? Dans le ghetto? Dans le ghetto. On a tous travaillé dans le ghetto, obligatoire. Que faisiez-vous? Moi, je travaillais dans un atelier de couture. Je faisais des vêtements pour les Allemands. Et certains membres de votre famille travaillaient dans des usines qui étaient à l'extérieur du ghetto ou tout était dans l'enclave? Tout était dans l'enclave. Donc vous ne pouviez pas sortir? Non. Et pendant ces 4 années, la famille est restée toute réunie et s'est dispersée au moment de la déportation? Oui, tout à fait. Ou il y a eu des moments où certains membres de la famille ont disparu pendant ces 4 années? Pendant les 4 ans, ils ont pris mon frère, qui est parti en Allemagne même, que je n'ai plus jamais revu. Il avait 18 ans. Et dans le ghetto, moi je me débrouillais toujours à, on ne va pas dire voler, on disait organiser dans le ghetto. J'allais organiser des pommes de terre hors de ville. Je me débrouillais toujours très bien et j'arrivais à la maison avec des pommes de terre. C'était énorme pour la survie. Ici, maintenant, quand on dit pommes de terre, c'est négligeable. Mais dans le ghetto, les pommes de terre, c'était la vie. Autrement, comment surviviez-vous? Là, il y avait une distribution de nourriture, il y avait des tickets de rationnement? Il y avait des tickets de rationnement et puis on touchait un peu de pain, un peu de pommes de terre, un peu de tout. Pendant ces 4 années, il y a eu dans le ghetto de Łódź différents moments de déportation où les nazis ont exigé qu'il y ait des contingents d'habitants du ghetto qui partent pour une destination qui était inconnue.
Est-ce que vous saviez où partaient ces... Non, on ne savait pas, on ne savait rien du tout. Jusqu'à arriver à destination, on n'était pas au courant. Une fois sortis des wagons, on était tout étonnés de nous trouver à l'air libre et on ne savait pas où. Par moments, on était dans des villages où des gens étaient demandés, ils étaient sollicités par le gouvernement de nous apporter quelque chose à manger. Et ils sont venus de bonne foi nous apporter quelque chose. Mais quand on a ouvert les wagons, on était certainement dans un tel état de délabrement qu'ils ont tous reculé, ils ont eu peur de nous. Quand vous êtes arrivé à destination? Non, ça c'est en cours de route. Ah, en cours de route. En cours de route pour nous donner quelque chose à manger ou à boire. Et à destination, c'était à Auschwitz. À Auschwitz, c'était tout de suite la sélection. Tout de suite la sélection. Ma sœur et moi, on avait ma mère au milieu de nous deux. Mengele l'a attrapée tout de suite, hop, vers le crématoire. Et moi, je suis restée avec ma sœur. Et par la suite, séparée, bien sûr. Excusez-moi de revenir un peu en arrière. Quand on vous annonce que vous devez débarrasser les habitations que vous occupiez et vous réunir sur une place de rassemblement, vous ne saviez toujours pas où est-ce que vous alliez? On ne savait pas, mais on craignait un petit peu la destination. On ne savait pas où on allait. Parce que vous étiez peut-être une des dernières familles à abandonner le ghetto. À peu près, pas tout à fait les derniers, mais... C'était en août 1944. En août 1944, oui. C'était la fin du ghetto, oui. Ghetto de Litzmannstadt. Est-ce que vous vous souvenez combien de personnes il y avait dans votre wagon? Une centaine, mais on était entassés, on ne pouvait pas s'asseoir. On était tellement entassés, il n'y avait qu'un seul seau hygiénique. Vous imaginez? Combien de temps a duré le voyage? Il me semble 3 jours, mais on ne voyait ni le jour ni la nuit, on ne savait pas. On n'avait pas de montre. Et je pense que ça a duré 3 jours. Donc vous nous disiez qu'à certains moments, les wagons étaient ouverts pour recevoir un peu de nourriture. Oui, c'est ça. Combien d'étapes ont été marquées comme cela? Aucune idée. Vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens pas, mais c'était pas souvent. Donc vous êtes arrivé à Auschwitz. Oui. Et on vous a demandé de quitter le wagon. Ah oui, on a tous quitté les wagons. On était alignés 4 par 4 et on avançait et Mengele était là. Il sélectionnait tout de suite crématoire, crématoire, crématoire. Moi, j'ai échappé, mais vraiment pas un coup de chance. Sinon, j'étais destinée au crématoire aussi. J'attendais mon tour pour le crématoire. Et ne croyez pas qu'on pense à des choses extraordinaires. Je pensais à est-ce qu'on nous brûle tout de suite, est-ce qu'on nous asphyxie? Voilà ce que je me posais comme question en attendant le crématoire. Parce que quand vous êtes arrivé à Auschwitz, il était évident pour vous que c'était vers la mort que l'on vous entraînait. Ah oui, ah oui. Comment avez-vous découvert cela? La mort se promenait tout le temps dans le ghetto, on avait la mort partout. Et rien ne m'étonnait. Rien ne m'étonnait, puis bon, je savais que ça allait être la mort, c'est la mort. Hein. Et à Auschwitz, quand on vous a séparé de votre mère, vous êtes allé vers un baraquement? Non, quand on était arrivé à Auschwitz, on nous a séparés de tous nos proches et on nous a poussés vers le camp C, le C-lager. Et là, on nous a poussés vers des baraquements. Alors, quand
Les baraques étaient remplies, on allait vers la baraque suivante. Et puis ainsi de suite. On vous a dépouillé de ce que vous aviez pu emporter? Tout. On nous a tout enlevé, on nous a laissé un vêtement. Que ce soit une combinaison, une robe ou un pullover, c'était pareil. Alors il y en a qui se trouvaient avec un pullover sans culotte, d'autres avec des combinaisons à petites bretelles. Enfin bref, c'était pas à poil, mais presque. Et donc, vous avez réussi à à rester avec votre sœur Oui. dans le Lager C. Dans le C-Lager, Dans le oui. C-Lager. Et que s'est-il passé le jour suivant? Vous vous souvenez de la succession des jours après votre arrivée? Ah oui, appel tout le temps, c'était l'appel. On nous comptait sans arrêt. C'était pour divertir. On nous appelait sans arrêt. Appel. Il fallait être au garde à vous et attendre. Des heures d'attente. Debout, et puis voilà. Jusqu'à l'arrivée de la soupe, bien sûr. C'était l'essentiel pour nous. Vous mangiez combien de fois par jour? Une soupe par jour, c'est tout. Il ne fallait pas la rater, la soupe, sinon vous étiez à jeun pendant 2 jours. Et à quel moment l'endroit où vous étiez, les personnes qui vous entouraient ont été appelées pour faire une sélection? Parce que les sélections avaient lieu continuellement, n'est-ce pas? Ah oui, on rentrait tout le temps, on sortait des baraques, il y avait Mengele qui sélectionnait. Crématoire, pas crématoire, crématoire, pas crématoire. De manière continuelle. Tout le temps. Et est-ce que vous pouviez deviner ou percevoir quels étaient les critères pour ces sélections? Oh oui, tout de suite. Quand on était maigre, âgé, c'était le crématoire. Même si vous étiez jeune et maigre, c'était pas bon. On était toutes nues, bien sûr. Dans le froid. Froid ou chaud, vous savez, le soleil chaud à Auschwitz est chaud. Chaud et froid. Il y en a qui avaient même la peau brûlée par le soleil. Et le froid, alors, c'était autre chose. Et à quel moment on vous sélectionne pour aller aux chambres à gaz? Tout le temps, quand il y avait une sélection, c'était travail ou chambre à gaz, travail ou chambre à gaz. Pas forcément travailler, mais c'était vivre ou mourir, vivre ou mourir. À Auschwitz, vous avez travaillé pendant votre séjour là-bas? Il n'y a pas de travail à Auschwitz. On ne travaillait pas à Auschwitz. On était sélectionnés pour aller dans des camps de travail. Est-ce que c'est arrivé ou est-ce que vous n'avez jamais eu vous n'avez jamais été sélectionné pour faire partie des groupes qui allaient travailler, qui allaient aux travaux forcés dans les usines autour de Auschwitz? C'était pas autour d'Auschwitz, on allait loin. On allait travailler, moi j'allais travailler pas loin de Berlin, dans une usine de munitions. Et je travaillais là-bas. Ça m'a sauvé la vie parce qu'on était au chaud, on travaillait avec les Allemands. On était donc chauffés et ça nous a sauvé la vie. Est-ce que, Madame Sosnowski, vous pouvez nous raconter comment on vous sélectionne pour aller, parce que vous avez donc quitté Auschwitz, vous êtes parti à un autre camp qui était en Allemagne. Comment cela s'est passé avant qu'on vous sélectionne pour que vous partiez en Allemagne? Que s'est-il passé? À Auschwitz, c'était Auschwitz. Il se passait que il nous poussait vers la sélection. On nous faisait sortir des baraques. Il fallait qu'on attende notre tour pour être sélectionné. On avançait. Et il y avait au bout Mengele qui disait à droite ou à gauche, à droite ou à gauche.
C'était ça, la vie ou la mort. Est-ce que Mengele vous a sélectionné à un moment donné Oui, pour aller vers le crématoire. crématoire? Oui, oui. Donc il y a eu un moment donné, un jour, on vous a mis de l'autre côté. Du côté du de la crématoire, mort. de la Oui. mort, tout à fait. Vous étiez toujours avec votre sœur à ce moment-là? Non, c'était fini. On a été séparés déjà. Et donc, vous êtes allé vers le crématoire. Et est-ce que est-ce que vous vous souvenez comment cela s'est passé? Vous pouvez- Oui, oui, oui. On allait vers le crématoire. On était dans la chambre d'attente. Et moi, je me demandais, est-ce que ça nous brûle d'abord? Est-ce qu'on nous asphyxie? Vous voyez les questions qu'on se pose à ce moment-là. Oui. Et puis, on a attendu. Et là, Mengele est venu, ou Greza, qui ont dit qu'ils avaient besoin d'une quinzaine d'enfants de 14 ans pour travailler en usine. Vous pensez que je me suis levée comme un ressort. Je dis, de toute façon, crématoire ou ça, même si c'est mauvais, vaut mieux ça que le crématoire. J'étais la première à me présenter, d'autres ont suivi. Et effectivement, on a attendu le train à Bestio. On est resté 3 jours sur les rails à attendre le train. Et puis on est monté dans le train qui nous a emmenés à l'endroit où on devait travailler. En Allemagne. En Allemagne même, à Guben. Et là-bas, on travaillait dans la munition, on était au chaud. Donc, on vous sélectionne pour aller dans la chambre à gaz. À la dernière minute, il y a un appel de volontaires et donc vous sortez de l'espace qui vous entraînait vers la chambre à gaz et vous voyagez dans un train à Bestio pour arriver en Allemagne où on vous alloue un travail dans une usine de munitions. Tout C'est ce à que vous fait. nous racontiez tout à l'heure. Oui. Comment se passait ce travail? Eh ben, le travail, on était au chaud, c'était très important. Et puis, on faisait des soudures avec un fer à souder. Et on faisait des soudures sur des appareils très compliqués. Mais on avait chacun quelques soudures à faire. Chacun avait sa tâche. Et moi, je soudais à l'intérieur, parce que j'avais des petites mains, je soudais très profondément à l'intérieur. Je faisais du bon travail, vous voyez, pour les Allemands. Est-ce que vous avez des anecdotes de ces journées de travail? Combien d'heures travaillez-vous par jour? On va dire que je travaillais 8 heures par semaine. Hein. 8 heures par semaine ou 8 jours? 8 jours par semaine. C'est-à-dire vous travaillez tous les jours? Tous les jours, et puis comme on dormait moins, on avait quelques heures de sommeil, on rattrapait comme ça une journée. On gagnait une journée sur le sommeil. Ça faisait 8 jours. Ah, ça faisait exact. C'est comme si vous travailliez 8 jours sur la semaine, parce que vous ne C'est dormiez pas du tout. On dormait un petit peu quand même. Moi, je dormais, vous voyez, je faisais ma soudure. J'avais 3 minutes pour faire ma soudure. Je la faisais en 2 minutes et je dormais 1 minute. Je réussissais à dormir 1 minute sur 3. C'est très important. Donc vous avez réussi à organiser votre routine de telle sorte que vous arriviez à vous reposer entre soudure et soudure. Voilà. Madame Sosnowski, nous allons revenir sur la vie dans le ghetto. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques détails pour nous expliquer que faisait votre famille avant et comment du jour au lendemain ça s'est arrêté quand vous êtes quand vous êtes rentré dans le ghetto, quand vous avez été obligé d'aller dans le ghetto. Est-ce que vous vous souvenez comment cela s'est passé? Comment cela a été annoncé? Nous habitions au lodge et c'est arrivé que on apprend qu'il faut évacuer, il faut descendre dans la rue avec les vêtements, les affaires qu'on pouvait prendre et qu'on allait être déplacé. Et effectivement, on nous a fait marcher jusqu'au futur ghetto. Une fois à l'intérieur du ghetto, tout a été fermé, clôturé et on a trouvé un petit quelque chose pour habiter. On vous a assigné une habitation ou vous avez trouvé vous-même un On petit a trouvé espace? nous-mêmes parce qu'il n'y avait rien en fait.
On ne nous donnait rien. On se trouvait nous-mêmes une chose sous un toit où on a pu habiter. Voilà. Il n'y avait ni lit, il n'y avait rien. On s'est arrangé après. Alors comment se déroulait une journée dans le ghetto? Quel était le rythme de la vie dans le ghetto? Dans le ghetto, on était comme dans une vie normale, à peu près, sauf qu'on avait faim, il n'y avait pas à manger, c'est l'essentiel pour nous, à l'époque. Et puis on nous faisait travailler dans des circonstances très difficiles. Moi, j'étais allouée dans une usine de convection. Je travaillais à la machine, à coudre. Enfin, je trouve que j'étais privilégiée puisque j'étais au chaud. Et puis quoi d'autre comme question? Et tous les jours, vous alliez travailler là-bas tous les jours? Tous les jours, oui. Est-ce que vous avez assisté à des scènes de violence ou des scènes où on séparait les enfants des parents C'était terrible, ça. Une mère qui gardait son bébé, elle ne le lâchait pas, elle le serrait contre lui, les Allemands n'arrivaient pas à l'arracher. Alors, ils ont versé un seau d'eau glacée où elle a eu un frémissement et c'est là qu'ils lui ont pris le bébé, qu'ils ont balancé tout de suite sur le camion. C'est ce qu'ils faisaient avec les bébés? Les bébés ou des enfants jusqu'à 3 ans à peu près. Ils le jetaient en haut du camion. Et vu de haut, on a vu plein de bébés dans ce camion. Voilà. Et alors, vous avez vécu 4 ans dans le ghetto. Oui. Et comment s'est transformée la vie pendant ces 4 années? Parce que la population se réduisait au fur et à mesure. Il y avait de la maladie, il y avait des morts régulièrement. Morts de faim, oui. Oui, bien sûr, on avait faim. Et moi, j'étais débrouillarde. Moi, j'allais vers le cimetière, derrière un cimetière, où il y avait des pommes de terre. Je les arrachais et je les apportais à la maison. C'était le bonheur, bien sûr. Et pour pas rater ça, j'ai noué les manches de mon manteau, qui était tout neuf, pour remplir J'ai posé le manteau par terre, j'ai mis plein de pommes de terre, et c'est comme ça que je suis rentrée à la maison. Bien sûr, je me suis fait disputer parce qu'ils étaient inquiets de ne pas me voir, mais ils étaient contents. Mon père m'a dit, dis Boussa, on ira tous les deux. Et j'ai emmené mon père, qui était très fort, et il a pris un sac, il l'a rempli, puis il y en avait beaucoup de pommes de terre. C'était la vie, les pommes de terre, c'était la vie. Est-ce qu'il y avait une activité, est-ce qu'il y avait des activités dans le ghetto qui étaient organisées par les organisations qui opéraient là-bas? Comment Oui, il y avait des usines. Oui. Enfin, des usines, c'était des ateliers, on va dire, des grands ateliers où on travaillait. Les autres membres de la famille travaillaient dans quel genre d'activité? Je me souviens pas. Ce n'est pas grave, hein? Ce n'est pas grave. Je me souviens pas ce que faisait ma sœur. Alors, Madame Sosnowski, comment évitiez-vous les sélections qu'il y avait régulièrement dans le ghetto de Łódź, de gens qui partaient, on ne savait pas où? Les sélections, moi je suis très débrouillarde, je me débrouillais toujours passer à travers. Mais quand j'étais sélectionnée pour aller à Auschwitz, là je ne pouvais plus, et je suis arrivée à Auschwitz. Et j'étais à Auschwitz, bien sûr, destinée pour le crématoire. Parce que j'étais jeune et maigre. Et bien sûr, je ne voulais pas aller au crématoire. On savait que c'était la mort. Et pendant ce temps-là, je me souviens, on est descendu quelques marches et je savais qu'au bout, c'est le crématoire. Et j'attendais toujours, et
Il y a une Allemande qui est arrivée, elle a dit « J'ai besoin d'une quinzaine d'enfants pour une usine. J'ai besoin de petites mains pour travailler dans des appareils très compliqués. » Bien sûr, moi, je me suis levée comme un ressort. Plutôt ça que le crématoire, de toute façon. De toute façon, même si c'est la mort, là, c'est sûr que c'est la mort. Alors, je me suis présentée et d'autres m'ont suivie. Et on est allé sur les rails de chemin de fer, on a attendu le train. 3 jours. Ça, je me souviens parfaitement. 3 jours, on a attendu le train sur les rails, sans boire, sans manger. Et le train est arrivé. On nous a entassés dans des wagons à bestiaux. Et c'est tout. Et donc vous êtes parti pour l'Allemagne et vous aviez laissé derrière toute votre famille parce que votre sœur... Oh ben ça y est, il n'y avait plus rien. Mais vous le saviez qu'il n'y avait plus rien ou quel est votre... On savait qu'il n'y avait plus rien. On savait que c'était la mort partout où on allait. On le savait. Ou d'instinct ou par lui dire. Et comment était la vie dans le camp? Est-ce que c'était quelque chose qui semblait organisé ou est-ce que c'était le chaos? Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qu'il y avait dans le camp d'Auschwitz? Oui. Oh, c'était très très organisé, très très organisé. C'était plus organisé que dans le camp allemand où vous êtes arrivé après? Oh oui, Auschwitz était le top de l'organisation. Hein. Est-ce que tu peux raconter l'épisode de la visite de la Croix-Rouge? La Croix-Rouge qui a visité Auschwitz. La Croix-Rouge? Oui, il y avait un monsieur qui est venu visiter Auschwitz, la Croix-Rouge. Un monsieur très gros, tu me racontais. Oui. Tu te rappelles ou non? Non, je ne m'en rappelle pas. Bon. Dis-moi. Il était venu et donc ils avaient préparé l'orchestre, simplement pour lui montrer que tout se passait bien dans le camp. Et il y a une femme qui est venue, qui s'est approchée en disant « Mais non, on vous ment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Et lui, il l'a repoussé par dédain. Tu te rappelles pas de cette histoire? Vaguement, oui. Je lui ai raconté et puis j'ai oublié, vous voyez. Mais c'est pas grave. Non. Si vous vous souvenez de la visite de la Croix-Rouge, on revient dessus. Moi, je voudrais passer, en attendant que vous vous souveniez de cet épisode de la Croix-Rouge, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment était le travail forcé auquel vous étiez soumise au camp de Guben. De Guggen, oui, en Allemagne. Oui, ben, c'est un travail minutieux, mais on était au chaud et on travaillait en même temps que les Allemands. On travaillait ensemble, donc on était au chaud, on était bien. Et les Allemands savaient que vous étiez des esclaves condamnés à mort? Ça, on ne discutait pas, mais ils savaient qu'on était des esclaves. Et ils nous traitaient comme tels. Mais il y a des Allemands qui me donnaient du pain. Il y a un Allemand qui est venu vers moi en me disputant, en disant « Qu'est-ce que tu as mis dans ton tiroir ?» Il a ouvert mon tiroir, il m'a mis un morceau de pain, il l'a fermé. Il dit « Tu recommences pas. » Ça, il faut le raconter aussi. Hein. Et cette cohabitation avec des ouvriers allemands n'a pas permis de leur faire passer de message. Eux étaient conscients que vous étiez des déportés. Oui, bien sûr. Ils le savaient. Ils le savaient, oui. Mais ils ne pouvaient rien faire. Hein. Ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient soumis aussi aux lois allemandes. Est-ce que le groupe de 15 jeunes filles qui avait été sélectionné pour aller travailler à l'usine a réussi à survivre dans le second camp? Moi, par exemple. Est-ce que vous aviez vous gardiez contact avec ce petit groupe? Non. Madame Sosnowski, comment se faisait le quotidien? Est-ce que vous nouiez des relations avec les autres il n'y a pas de relation. Il n'y avait pas de relation. Non. On se supportait. On ne se faisait pas de mal. Mais il n'y avait pas de relation amicale. Donc le travail à Guben en Allemagne
Il dure une huitaine de mois, n'est-ce pas? Oh oui, au moins, oui. Et, C'était le paradis pour moi. et quand est-ce que cela s'arrête? Ça s'arrête quand on nous annonce qu'on va faire de la marche pour aller jusqu'à Bergen-Belsen. Et ça s'est appelé après la marche de la mort. Ça, c'était une terrible marche. Et pourquoi est-ce que cela s'arrête? Ils ont évacué Guben pour une raison militaire? Parce que les Russes avançaient. Il y avait l'avance des Russes et ils ont arrêté tout. Et ils nous ont fait marcher vers Bergen-Belsen. Alors, tous les camps que j'ai faits, Bergen-Belsen, c'était le pire. C'était le camp vraiment maladie, faim, poux. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire avoir des poux. Quand est-ce que vous avez retrouvé votre sœur? J'ai cru que vous l'aviez retrouvée à j'ai retrouvé ma sœur. Non, c'était la marche. La marche, et moi, partout, je demandais si on ne connaissait pas une certaine Bertha, si on ne la connaissait pas. Et un jour, c'était oui. C'était ça, Béatrice? Oui, Bertha, oui. Non, mais c'était comme ça. Et puis, je l'ai retrouvée. C'était le bonheur. Pendant la marche? C'était le bonheur. Vous n'imaginez pas ce que c'est que de retrouver sa sœur. On ne peut pas plus heureux que ça. Et puis, on a continué ensemble. Il y a eu un problème quand même parce qu'il manquait quelqu'un. Ah oui. Et puis bien sûr, comme ma sœur est venue vers moi dans mon rang, il manquait quelqu'un du côté où elle était. Et tout le monde, alors bien sûr, l'Allemande, elle cherchait tout de suite, sinon je vous tue toutes. Enfin, des menaces terribles. Et personne n'a dénoncé ma sœur, vous vous rendez compte? Personne ne l'a dénoncée. Elle est restée avec moi jusqu'au bout. Et comment a-pu-elle rester dans ce groupe alors qu'elle rajoutait une personne? Mais justement, c'était ça le problème. Les Allemands nous menaçaient et personne ne nous a dénoncés. Ah oui, et on avait toutes un numéro. Celle qui n'était pas tatouée avait un numéro en cuir autour du cou. Alors moi, j'ai mis mon numéro à ma sœur. Je dis, si on t'arrête, tu as le numéro, tu risques rien. Moi, je me débrouillerai. Comme je connaissais tout le monde, je dis, t'en fais pas, on me reconnaîtra, on sait que je suis d'ici. Et c'est comme ça que j'ai... Voilà. Madame Sosnowski, vous vouliez nous parler de Gréza à Auschwitz. Oui, Gréza, tous les matins, Gréza prenait une fille de chez nous. Ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui. Elle la prenait, elle l'étranglait, elle avait des gants. Et elle étranglait la fille devant nous, comme ça, jusqu'à ce que la fille tombe. Tous les jours, elle prenait une fille qu'elle étranglait. Pourquoi? Pourtant, il y avait des morts massives. Et là, elle prenait une tous les jours. Vous vous rendez compte? Étranglée comme ça devant tout le monde. Elle s'appelait Gréza. Madame Sosnowski, quand vous avez retrouvé votre sœur, on revient à votre sœur. Vous nous avez dit que vous étiez encore pendant la marche. Oui. Et donc vous avez marché ensemble jusqu'à arriver à Bergen-Belsen. Oui, c'était terrible la marche. La marche, c'était la marche de la mort. Quelqu'un tombait au début. Quand quelqu'un tombait au début, il y avait un coup de revolver, un pistolet. Et après, il y avait tellement qu'elle ne tuait plus, les filles tombaient toutes seules, elles mouraient comme ça. Il y en a qui se sont sortis quand même. Et donc, vous arrivez à Bergen-Belsen. Pourquoi est-ce que Bergen-Belsen était terrible? Qu'est-ce que par rapport aux deux autres camps antérieurs? Parce que Bergen-Belsen, d'abord, c'était sale, il y avait plein de poux. Vous n'imaginez pas ce que c'est que les poux sur le corps, c'est terrible. Et c'était sale, et bien sûr on n'avait pas à manger, pas à boire. Et c'est pourquoi est-ce que c'était si désorganisé? Bergen-Belsen, c'était peut-être organisé exprès comme ça. C'était terrible, Bergen-Belsen, oh là là.
Les Bergen-Belsen, maladies, le typhus. Tout le monde avait le typhus. quand vous arrivez à Bergen-Belsen, on n'est pas très loin de la fin de la guerre. Est-ce qu'on vous avait emmené là-bas parce qu'il y avait des usines ou simplement pour mourir? Pour mourir. Il n'y avait plus rien à Bergen-Belsen. C'était où l'histoire où il y avait un Allemand qui t'a couru après et qui te tirait dessus? À Bergen. C'était dans quel camp? Il y a un Allemand qui t'a vu voler quelque chose Oui. et qui t'a tiré dessus, c'était où? Oui, c'était à À Bergen-Belsen. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien sûr, moi, j'allais toujours organiser, on ne disait pas voler, j'allais organiser quelque chose pour manger. J'étais dans la cuisine et avec une boîte de conserve, j'ai pris la soupe et j'ai couru. Et l'Allemand m'a couru après. Et je me suis cachée. Bien sûr, je n'avais pas la force de courir, mais lui, il courait vite. Je me suis cachée derrière des marches. Il y avait des marches en ciment. Je me suis cachée derrière. Il est arrivé avec le pistolet et il allait me tirer dessus. Et moi, j'attendais qu'il tire. Il ne tirait pas. Je m'attendais tout le temps. Il ne tirait pas, il ne tirait pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, tout doucement, je levais la tête. Il y avait son pistolet qui pendait. Et lui, il regardait en l'air. Il y a eu un bombardement. Paradoxal, le bombardement m'a sauvé la vie. Il a eu peur. Ben, il a eu peur, il s'est mis à courir et puis moi j'étais sauvée. Ah oui, j'étais sauvée comme ça. Tu ne serais pas née sans ça, ma fille. Madame Sosnowski, le quotidien de Bergen-Belsen, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'eau. Comment faisiez-vous pour boire? Il n'y avait pas d'eau, on avait soif. Ou on attendait la pluie, on levait la tête. Et puis c'est tout. Il y avait quand même... moi, je n'ai pas bu cette eau-là. Un bassin avec beaucoup d'eau, où il y avait des cadavres qui flottaient. Eh bien, il y en a qui allaient boire cette eau-là, tellement il y avait la soif. Et moi, j'ai pas fait ça, et puis bon, j'avais très soif, très très soif. Vous êtes toujours avec votre sœur à Bergen-Belsen? À Bergen-Belsen, oui. Jusqu'à quand restez-vous en compagnie de votre sœur? Jusqu'à la libération, c'était le bonheur. Puis elle est morte après la guerre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est faite cette libération? Bergen-Belsen était libéré par les Alliés. Les Alliés, pas par oui. les Soviétiques. Oui. Non, pas par les Soviétiques, par les Alliés. Bon, quand les Alliés sont arrivés, nous, on était tellement moribonds qu'on ne réagissait même plus. On savait qu'on était libérés, mais ça ne nous faisait plus rien. On était... Tu peux dire combien tu pesais à ce moment-là? Pardon? Combien pesiez-vous? Combien pesiez-vous? À la libération, je pesais 24 kilos. J'en fais 60 maintenant. Je ne suis pas énorme, mais voyez la différence. Madame Sosnowski, alors comment se sont occupés de vous les libérateurs du camp? Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé pendant cette période? Ils nous méprisaient. Ils nous méprisaient. C'était pas sympa. On croyait qu'on allait tomber dans leurs bras, pensez-vous. Ils nous méprisaient. Non, rien de spécial. Alors comment s'est organisée votre récupération? Parce que vous étiez moribond, vous aviez besoin de soins. Ben, au hasard, ils prenaient quelques-unes et ils envoyaient quelque part. Moi, j'étais envoyée en Suède. Ça m'a sauvée. Arrivée en Suède, je pesais 27 kilos. J'avais repris déjà. Et en Suède, bon, ben, c'était la belle vie. Enfin, dans des camps quand même. Votre sœur vous a accompagné en Suède? Non, elle était déjà décédée. Elle est décédée de quoi? De faim, elle était maigre, elle est morte de typhus. Mais surtout, elle n'avait pas la volonté de vivre, je pense. Et surtout qu'elle a dit, ah oui, elle disait, à quoi ça sert puisque maman n'est plus là?
Alors je dis peut-être que oui. Il dit non, non, maman n'est plus là, c'est pas la peine de vivre. Et puis c'est comme ça qu'elle est morte. Zenda, pouvez-vous nous expliquer comment c'est de se retrouver, c'est-à-dire le moment de vérité, lorsqu'on se rend compte qu'on est seul dans le monde? J'entends pas. Donc, Comment c'est lorsqu'on se... Expliquez-nous comment c'est la pensée de savoir qu'on est seul dans le monde, qu'on a perdu toute sa famille, qu'ils ont tous été tués. Pouvez-vous nous expliquer ces sentiments et où est-ce qu'on trouve la force de continuer à vivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est-à-dire, je n'avais pas la force de continuer à vivre. On me nourrissait, ça fait que j'ai survécu. Mais la volonté de vivre n'existait plus chez moi. Vous aviez perdu tout espoir. J'avais plus ma sœur, c'était fini. On était très très liés, très attachés l'une à l'autre. Vous vous rendez compte, pendant le froid, moins 10, moins 20, elle me couvrait de son corps. Vous savez ce que ça veut dire? Elle-même, elle était glacée et elle me couvrait de son corps. C'était ma sœur. Comment s'appelait votre sœur? Bertha. Bertha. Elle est morte à quel âge? Pardon? À quel âge est-elle morte? Oh, elle avait peut-être 16 ans. Et vous aviez à l'époque? 2 ans de moins. 14 ans. Elle prenait soin de vous. Et donc, vous n'aviez plus d'espoir de vivre. En fait, vous avez survécu tout simplement par... Parce qu'on me nourrissait, j'avais même plus envie de vivre. Qu'est-ce qui vous a redonné espoir après tout ça? En Suède, on s'occupait de moi. Et puis, j'avais quand même retrouvé mon mari. Enfin, c'était pas mon mari, c'était un copain. Quand l'avez-vous rencontré? En Suède aussi? Vous avez rencontré Non, M. Sosnowski non, en Suède? pas en Suède, en France. Mais comment allez-vous en France? Comment faites-vous pour passer de la Suède à la France? Parce que vous j'avais... étiez polonaise. Oui, parce que j'avais, par la Croix-Rouge, je retrouvais une sœur mariée à un Français, un noble Français, et elle vivait en France. Et par la Croix-Rouge, on s'est retrouvés et c'est comme ça que je suis venue en France. Une sœur à vous, une sœur qui était mariée en France, Qui était mariée en France. qui avait survécu à la guerre. Elle avait quitté la Pologne bien plus tôt. Et elle était mariée à un Français. C'est important, hein. De la vigne des projets de loge, marquis du Vernet, s'il vous plaît. Et donc, grâce à à votre sœur qui habite en France, vous réussissez à vous faire rapatrier en France. Oui, c'était pas difficile. À l'époque, on voyageait comme on voulait. C'était après la guerre, hein. Mais tu es resté quand même 3 ans en Suède pour récupérer. Ah oui, je suis restée 3 ans, oui. Et puis après, bon, je suis arrivée en France. J'étais en France chez ma sœur, qui n'était pas au top. Elle m'a exploitée à maximum. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote quand tu es arrivé en France et que tu étais présenté à un organisme qui s'occupait des déportés, des anciens déportés? Est-ce que tu te souviens? Non. Qu'est-ce que c'était? Rappelle-moi. Tu es arrivé et tu parlais pas français, bien sûr, tu parlais polonais et yiddish, et tu leur as dit, voilà, on t'avait donné l'adresse en Suède, qu'il fallait que tu t'adresses chez eux. Tu as dit, voilà, je suis déportée, qu'est-ce que vous pourriez comment vous pourriez m'aider? Et la dame t'a dit, mais madame, qu'est-ce que vous savez faire? Tu dis, ben rien, j'ai été en ghetto à 10 ans, déportée à 14 ans, je n'ai jamais travaillé. Et la dame, elle a dit, mais attendez, vous ne parlez pas français, vous n'avez jamais travaillé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Et ils m'ont lâché comme ça. Ils l'ont lâché. Donc en fait, vous êtes allé voir une organisation qui était Juive. censée s'occuper des déportés. Oui, mais il fallait vous en qu'ils... trouvez inutile. Ben, il fallait qu'on sache travailler, qu'on ait un métier, qu'on parle la langue. Et je n'avais pas tout ça, moi. Alors ils m'ont lâché dans la nature. Et tu as dormi, tu as passé la nuit à la gare. Tu as
dormi sur les bancs de la gare. Oui. Et à ce moment-là, que vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Ben, à la gare, on m'a récupéré. Je ne me rappelle pas qui m'a récupéré. J'étais à la gare, je dormais sur un banc. Et je ne me souviens plus. Après, certainement, j'ai dû aller, je ne sais pas. Comment avez-vous rencontré votre mari? J'avais un oncle qui habitait la France, qui était marié à sa mère. Enfin, ils vivaient ensemble. Et comme j'étais chez mon oncle, j'ai rencontré donc le fils de sa compagne. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et vous êtes restés ensemble depuis? Oui. Madame Sosnowski, est-ce qu'on peut revenir en arrière? On peut. Est-ce que vous étiez très jeune avant de rentrer dans le ghetto? Mais est-ce que vous pouvez nous donner des détails de la manière dont vivait la famille avant la guerre, avant l'invasion, avant de partir au Luxembourg et après être rentré du Luxembourg? On vivait normalement, comme des gens. Le père qui travaille. En quoi travaillait votre père, vous vous souvenez? Il était tailleur, comme tous les juifs. Et est-ce que c'était une famille pratiquante? Non, pas du tout. Du côté de ma mère, si, très, très, très pratiquant. Du côté de ma mère. Oh oui. Et donc, il était tailleur à Lotz, et à un moment donné, vous décidez de partir au Luxembourg. Enfin, mes parents, oui. Vos parents. Et pour quelle raison? Parce ma mère avait une sœur qui habitait là-bas. Et elle a voulu la faire venir, donc on est allés tous au Luxembourg. Et pourquoi êtes-vous retourné en Pologne en 1936? Une idée de mon père, malheureusement. Il a voulu retourner en Pologne. Est-ce que les conditions de vie au Luxembourg n'étaient pas supportables? N'étaient pas mauvaises, non, c'était bien au Luxembourg. J'ai un bon souvenir du Luxembourg. J'étais petite, mais j'ai un bon souvenir. Et donc votre père retourne en Pologne avec toute la famille, oui, et reprend son métier tel qu'il l'avait laissé? Oui. Jusqu'à l'invasion de la Pologne. Tout à fait. Zelda, le judaïsme, lorsque vous étiez dans le ghetto, est-ce que votre père n'était pas pratiquant, vous n'étiez pas pratiquant, votre mère, oui, elle l'était, j'imagine. Est-ce que le judaïsme vous unissait, ou en fait c'était de la pure survie, ça n'avait plus même de sens à l'intérieur du... Ben si, on était très juifs, on était très très juifs. Cela vous unissait? Pardon? Cela vous unissait? Je pense, oui. On était très juifs avant tout. C'est-à-dire vous vous sentiez plus juif que polonais? Ah oui, ah oui. Pourquoi Le polonais était très antisémite et on savait que c'était un ennemi. Si les Allemands ont pu faire un ghetto comme ça, c'est grâce aux Polonais. Auschwitz n'a pu être fait comme Pologne. Hein. Tout autour, ils aidaient même à fabriquer ce camp. D'autres questions? Oui, par après, la vie d'après, lorsque avez-vous vécu des moments d'antisémitisme par après? Avez-vous eu à un moment donné dans votre vie, après la guerre, des sentiments que ça pouvait recommencer à n'importe quel moment? Je le pense toujours. Développez, parlez de ça. Ben, je pense parce qu'il y a des gens qui sont toujours antisémites et ça peut recommencer. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas très très humains. Ils sont antisémites dans le fond d'eux-mêmes.
Et les Juifs n'est pas aimé. Avez-vous eu des moments de peur après la guerre? De peur? De peur, en pensant, ah zut, ça peut recommencer. Je pense pas, non. Non. Pourquoi? J'étais sécurisée. Partout où j'allais, c'était sécurisant. Si vous vouliez transmettre un message aux jeunes d'aujourd'hui, que leur diriez-vous? Non pas aux jeunes juifs, mais aux jeunes en général. Si vous vous retrouvez devant une assemblée de jeunes dans une école, Alors, que voulez-vous leur dire? Je leur dirais, aimez-vous les uns les autres, pas de haine. C'est tout, c'est pas mal. Est-ce que vous avez ressenti la haine de l'être humain? Comment avez-vous vécu cette haine quand vous voyez qu'on tuait quelqu'un, qu'on étranglait quelqu'un, comme vous expliquiez tous les matins? On se trouve mal, on peut tomber de malaise. Il y a rien. Vous savez, on côtoyait la mort du matin au soir. C'était presque une habitude, presque une habitude. Lorsque vous voyez des Allemands aujourd'hui, pensez-vous à que ces Allemands peuvent être les enfants, les petits-fils de personnes que vous avez croisés dans votre vie? Je ne pense pas, on va dire je ne pense pas. Pas que je ne pense pas, Oui, je ne réfléchis pas. je ne veux pas réfléchir à ça. Je ne veux pas réfléchir à ça. Ressentez-vous de la haine envers les Allemands ou les Polonais qui ont collaboré avec les Allemands? Je pense que j'ai plus de haine contre les Polonais que les Allemands. Parce que eux, ils étaient avec nous, c'était nous-mêmes, et ben non. J'en veux aux Polonais beaucoup plus. Et aux Allemands aussi, bien sûr. Ok, Madame Sosnowski, merci beaucoup Je vous pour ce en prie. témoignage. Je vais dire quelques mots en espagnol pour qu'il reste dans l'enregistrement. Bueno, quiero agradecer a la señora Sosnowski por este testimonio. Estamos cumpliendo con el deber de recoger la memoria y transmitirla, memoria de las víctimas de la Shoah y transmitirla a las generaciones futuras. Zelda marchará mañana para volver a su casa en Francia y por lo tanto no podrá estar con nosotros para los eventos que se celebrarán el Yom HaShoah el 2 de mayo y por lo tanto encontramos que la mejor manera de transmitir su testimonio era grabarlo y poder hacerlo después de la fecha, pero aprovechando de su paso por Madrid. Como habéis podido oír, su historia es dramática, inhumana, pero heroica, y su supervivencia es milagrosa. Su testimonio es duro y necesario, y nos tiene que hacer reflexionar. Sus últimas palabras son quizás el mejor testimonio para nosotros de saber por qué tanto odio entre humanos hace que no podamos creer en el ser humano. A Zelda la deseamos días de salud, días de alegría. En compañía de su familia, que con su marido, refugiado también, hombre que pasó su vida en la resistencia francesa en el macizo del Vercors, pudo sobrevivir a la guerra ocultándose en un bosque y pudieron constituir una familia que pudo tener hijos y descendencia. Muchas gracias, Zelda. Je vous en prie. Nous étions dans un camp et notre camp était entouré par d'autres camps italiens, enfin bref. Et les Italiens m'envoyaient des morceaux de pain par-dessus le grillage. Sympathique? Très sympathique, ça il faut le dire. La Croix-Rouge, je me demande pourquoi ça existe. Ça existe pour vivre. Pour eux, ça existe pour eux. Ils ont une existence comme ça. Des revenus, mais pour nous, ils n'ont rien fait. Un Suisse
Il est venu dans le camp et une femme s'est approchée pour lui raconter ce qui se passait chez nous. On nous fait mourir de faim, on nous brûle, etc. Et ben, le Suisse l'a poussé. Il s'est nettoyé. Et la fille a été tuée. Et la fille s'est fait tuer. La fille s'est fait tuer par les Allemands. Et la fille était tuée par les Allemands, évidemment.